Chers Kollegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, willkommen bei dieses Kolloquium bei Swisstopo. Je me présente, je suis Romain Douard, je travaille à l'OFS et nous co-organisons ce colloque avec Swisstopo. L'idée est partie d'une discussion qui a eu lieu il y a environ une année où on a discuté avec des collègues de Swisstopo et puis on s'est dit on parle toujours de ce qui ne fonctionne pas et une fois ce serait bien de parler de ce qui fonctionne et de présenter un petit peu quelques exemples de collaboration entre l'OFS et Swisstopo. Voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et je vous remercie d'être avec nous. Alors, cette présentation, elle s'adresse à la fois aux personnes de la statistique et aux personnes de la géoinformation. C'est pourquoi pour certains, certaines choses seront triviales, pour d'autres peut-être pas. Donc, je fais déjà une petite, comme introduction, une petite présentation des particularités des géodonnées. Donc, je pense pour la plupart d'entre vous, vous savez ce que c'est. Hein. Des géodonnées, c'est des données qui sont en lien avec un territoire ou un lieu et qui en fait, du coup, sont désignées par des coordonnées. Elles sont représentées sous forme de polygones, de lignes, de points. Ça, je pense que la plupart le savent aussi. Pour les représenter correctement au bon endroit, eh bien, il faut qu'elles soient référencées dans un cadre connu, un cadre géodésique. Ensuite, sur ce cadre, on va appliquer un système de projection, un système de coordonnées, le système de coordonnées suisse, puisqu'on parle de la Suisse, que aussi la plupart d'entre nous connaissent. Et ça fait aussi que ces données ont des métadonnées spécifiques aux géodonnées qui représentent justement tous ces éléments géographiques. Et puis, ça, c'est plus pour les statisticiens, puisque les géographes le savent. Le fait qu'on ait des coordonnées, ça indique aussi qu'on a une relation spatiale, et c'est un élément qui est important, parce que, notamment au niveau de la statistique, on peut tirer profit de cette relation spatiale pour mettre en évidence des éléments qu'on ne voit pas sans cette relation spatiale. Ja, jetzt gibt es auch Besonderheiten bei den statistischen Daten. Und grundsätzlich können alle Daten für Statistik genutzt werden. Und da haben wir eine sehr hohe Diversität. Was wichtig ist, die Daten, die für die Statistik genutzt werden, müssen zugänglich sein. Und auch wichtig, das kennt man vielleicht nicht so im Geobereich, also alle Daten, die für die Statistik genutzt werden, sind dem Statistikgeheimnis unterstellt. Und das ist auch wichtig, weil wir als Statistiker dürfen wir die Einzeldaten nicht weitergeben, weil das ist geheim. Voilà. Um Statistiken zu produzieren, braucht es gute methodologische Grundlagen, die müssen auch dokumentiert werden, das ist Transparenz. Und was auch wichtig ist, viele Statistiken stellen aktuelle Ergebnisse dar, aber in einer Zeitreihe. Also wichtig ist, diese Zeitreihe ist etwas wichtig und dafür brauchen wir auch Daten, die über die Zeit auch stabil sind. Und statistische Ergebnisse müssen auch politisch neutral sein und die müssen auch kontrolliert werden, überprüft. Voilà, wenn wir von Geodaten und statistischen Daten sprechen, habe ich hier ein Beispiel genommen, wofür wir diese Daten integrieren. Und im statistischen Bereich machen wir viele Statistik über Ökonomie et Société, ja, das kommt mir leider nicht auf Deutsch. Und ja, Umwelt ist auch wichtig, also die Lage ist dann wichtig. Und wenn wir uns konzentrieren über eben geografische Lage, dann haben wir dieses Bild, also und die Integration der Daten spielt hier eine
wichtige Rolle. Voilà, das Programm von heute. Also es kommen 3 Blöcken. Es wird am Schluss einen Moment für Fragen geben, aber nicht dazwischen. Das ist so vorgesehen. Also Gebäude und Adressen, das ist der erste Block, wird von Grégoire Bögli von Suisse-Topo, also Vermessungsdirektion, und Fabian Trees, er arbeitet beim BFS, beim Gebäude- und Wohnungsregister. Ensuite, il y aura une présentation sur les défis liés à l'utilisation des géodonnées en statistique. Cette présentation sera faite par Emmanuel Schmassmann qui travaille à Suisse-Topo comme responsable du TLM et Thomas Noirjean qui est dans la section mobilité, donc dans les statistiques de la mobilité à l'OFS. Et puis, dernière présentation sera faite par Raphaël Arnaud de Suisse-Topo qui est responsable de GeoCat. Et là, il y a une erreur, ce n'est pas Michael Kozevich qui sera là ce matin. C'est Fabrice Gouzy qui le remplace. Voilà. Donc, je passe directement la parole à Fabian Trees pour la suite. Herzlichen Dank. Sie haben von Romain schon viel über statistische Daten und Geodaten in der Einführung gehört. Ich arbeite beim Gebäude- und Wohnungsregister und der Titel der Präsentation hat mir Sorgen gemacht, weil im Gebäude- und Wohnungsregister, dem sogenannten GWR, haben wir explizit keine statistischen Daten. Das heißt, ich hatte da ein wenig ein Problem. Uns wurde irgendwann sogar mal gesagt, ihr dürft das Wort Statistik im Zusammenhang mit dem Gebäude- und Wohnungsregister nicht verwenden. Auf der anderen Seite, bei den räumlichen Daten haben wir das gleiche Problem. Wir haben eigentlich im Gebäude- und Wohnungsregister keine räumlichen Daten. Wir haben allenfalls Adressen. Sind das räumliche Daten? Kann man darüber streiten. Wir haben aber zu den Adressen auch Koordinaten, da nähern wir uns schon. Und im Gebäude- und Wohnungsregister kommt das alles etwas zusammen. Und das hat mich dann interessiert, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Und ich habe beschlossen, dem auf den Grund zu gehen. Und auf den Grund geht man, wenn man ganz vorne beginnt. Sie sehen hier einen Auszug aus der allerersten Volkszählung 1850. Das war 2 Jahre nach der Gründung der modernen Schweiz. Ein Tessiner, Stefano Frangini, hatte mit seinem Assistenten diese Volkszählung praktisch im Alleingang durchgeführt. Es war das erste Mal, dass man nicht auf Kirchenbücher zurückgegriffen hat, irgendwelche Feuerstellenverzeichnisse oder Wehrdienstpflichtigenverzeichnisse, sondern es war eine echte Volkszählung. 10 Jahre später hat man dann das Eidgenössische Statistische Büro gegründet, also der Vorgänger des Bundesamts für Statistik. Und mit dieser Gründung ging auch einher, dass man beschlossen hat, alle 10 Jahre so eine Volkszählung durchzuführen. Das hat mit 2 Ausnahmen, glaube ich, ganz gut geklappt. Und diese Volkszählung, die hat sich dann immer etwas weiterentwickelt. Wir sehen hier schon in der allerersten Version einen Hauch von Geodaten, in dem dass da die Kantone genannt sind und die Anzahl Bürger, die damals gezählt wurden. Das beginnt hier mit Zürich und hört hier mit Genf auf. Die Entwicklung folgte irgendwo auch dem Bedürfnis des Bundesstaates. Da wurde viel gefragt, hier mal wie viel, und dann hat sich das entwickelt. In den 50er, 60er Jahren ging es nicht nur darum zu fragen, wer, sondern auch wie. Und man hat sich um die Wohnverhältnisse gekümmert, um die Haushalte, hat Fragen zu den Haushalten gestellt. Wir sehen hier eine Wohnungskarte von 1970 und da hat es Fragen drauf.
Die Frage nach dem Kochherd, die scheint heute fast unmöglich zu sein. Für uns ist diese Volkszählung 1970 sehr interessant, weil das allererste Mal auch Fragen nach dem Wo gestellt wurden, also eine Gebäudekarte. Wir sehen hier, wurde explizit die Gemeinde nachgefragt und die Adresse und die Hausnummer. Auch wieder ein Hinweis auf geografische Daten. Das hat sich dann alles etwas noch weiterentwickelt. Hier sehen wir noch, 1970 war beispielsweise interessant, hat es in einem Gebäude einen Personenlift oder einen Luftschutzkeller. Das sind typische Fragen, die der Zeit unterworfen sind und die immer wieder mal geändert haben. 1990 kam wieder eine Volkszählung. Vielen ist vielleicht noch dieses Bild in Erinnerung. Für das BFS ist dieses Bild wichtig. Die Volkszählung 1990 war die allererste Volkszählung, die geokodiert wurde. Das heißt, wir hatten zu jedem Gebäude eine Koordinate und diese Koordinate, die musste digitalisiert werden auf solchen Digitalisiertischen, wo ganze Gemeindepläne richtig orientiert wurden und dann für jedes Gebäude ein Punkt abgelesen wurde. Und das war mehr oder weniger genau so, dass man zumindest die Volkszählung auf Stufe Hektare publizieren konnte. Dann ging es weiter, im Jahr 2000 ist wieder ein Meilenstein. Das war die letzte Volkszählung, die auf Papier durchgeführt wurde. Es hatte schon keine Volkszähler mehr, die von Gebäude zu Gebäude gingen, sondern das ging alles per Post. Und hier sehen wir wieder einen Gebäudefragebogen und was im Jahr 2000 ungefähr gefragt wurde. Man kann hier schon erahnen, dass in diesen Kästchen Buchstaben reingeschrieben wurden, die dann digitalisiert wurden. Und wer das hier etwas anschaut, genau was da gefragt wurde, und das Gebäude- und Wohnungsregister etwas kennt, der weiß, das ist die Basis für das Gebäude- und Wohnungsregister gewesen. Diese Daten wurden alle digitalisiert und in eine Datenbank eingelesen. Und ab dem Jahr 2000 war dieses Gebäude- und Wohnungsregister für die Führung von Gebäude- und Wohnungsdaten zuständig. Die Gemeinden waren verpflichtet, ab da wirklich alle Wohngebäude zu erfassen. 2010, das war der nächste Volkszählungsschritt, musste in jedes Gebäude des Gebäude- und Wohnungsregisters die Einwohner abgefüllt werden. Das heißt, man hatte zwischen den Einwohnerkontrollen und dem Gebäude- und Wohnungsregister einen Zusammenhang und konnte so quasi auf Knopfdruck Haushalte bilden. Das war die letzte klassische Volkszählung. Danach ging es eigentlich im Einjahresrhythmus weiter. Wir haben 2018 nach einer Verordnungsänderung die Pflicht, alle Gebäude zu erfassen, nicht nur Wohngebäude, sondern eben auch Nicht-Wohngebäude, das sind ganz viele Landwirtschaftsgebäude. Und uns fehlte noch der Bestand von 2018 rückwärts, den haben wir dann gemeinsam mit der amtlichen Vermessung im sogenannten Projekt Erweiterung erfasst. Das Projekt Erweiterung sollte eigentlich 2021, 2022 beendet sein. Tatsache ist, uns fehlen immer noch etwa 50.000 Gebäude, aber wir sind dran und spätestens bis Ende dieses Jahres sind wir zuversichtlich, dass wir sämtliche Gebäude der Schweiz im Gebäude- und Wohnungsregister haben. Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen Register und Statistik. Die Statistiker, die haben vielleicht präzisere Vorstellungen als das, was ich da aufgeschrieben habe. Beim Register ist es eben so, dass wir ein System haben, das genaue Regeln hat, wann was aufgezeichnet wird und vor allem auch wie. Und wir haben diese Vorgänge dokumentiert und daraus gibt sich ein Register eben, das vor 10 Minuten anders war als jetzt und in weiteren 10 Minuten wieder anders ist, weil wir
Tausende von Bewegungen auf diesem Register haben pro Tag. Im Gegensatz zur Statistik, dass diese Daten aus dem Register allenfalls zusammenzieht, gruppiert und versucht, Muster und Entscheidhilfen zu geben. Wir sehen hier beispielsweise die durchschnittliche Wohnungsfläche 2024 und 2 Kantone, und vielleicht lässt sich da ja schon ein Muster daraus erkennen. Beim Gebäude- und Wohnungsregister, das haben wir hier in der Mitte, ich muss da schnell den Leiter hier, das ist unser Gebäude- und Wohnungsregister. Wir haben in Magenta die Daten, die ins Register reinkommen, und in Türkis ist das wahrscheinlich die Daten, die aus dem Register rausgehen. Das ist nur ein Ausschnitt, was da alles so passiert. Wir haben hier die Zweitwohnungsproblematik, einen Austausch mit den Einwohnerkontrollen. Wir haben Energie, den Energiebereich, wo wir Daten liefern und beziehen. Und wir haben hier vor allem die 3 großen Blöcke Statistik, Drittnutzer und Swisstopo. Zu Swisstopo beispielsweise exportieren wir jede Nacht 3 Millionen Gebäude und importieren auch 3 Millionen Gebäude im Austausch. Dasselbe passiert hier mit dem gesamten Gebäudebestand, und bei den Statistiken liefern wir je nach Bedarf. Wir wollen uns aber auf diesen Permis de construire, die Baubewilligung, konzentrieren. Das ist für uns die wichtigste Eingangspforte. Die Gemeinden sind verpflichtet, für jedes Neubauprojekt ein Projekt zu führen im GWR und, wenn Gebäude betroffen sind, das Gebäude im GWR zu erfassen. Und zu den Gebäudedaten kommen zusätzlich hinzu eine Straße, die stammt aus dem amtlichen Verzeichnis der Straßen. Das heißt, man kann für die Adressierung nur Straßennamen verwenden, die bereits existieren. Wenn es eine neue Straße gibt, muss man die zuerst im amtlichen Verzeichnis erfassen. Danach kommt eine Hausnummer. Hier manifestiert sich etwas die Gemeindehoheit. Das heißt, die Gemeinde kann im Wesentlichen selber bestimmen, was sie da zur Hausnummer wählen will. Dann kommt die Adresse, die Postleitzahl und der Ort, Entschuldigung. Das stammt aus dem amtlichen Ortschaftenverzeichnis. Das heißt, auch hier haben wir nur Werte, die bereits existieren, und das garantiert, dass wir hier eine große Homogenität haben bei den Adressen. Zu jeder Adresse wird im Gebäude- und Wohnungsregister auch eine Lage erfasst. Das wird initial durch die Gemeinde durchgeführt, und das sieht dann vielleicht so aus. Wir haben 4 Neubauprojekte auf irgendeiner Parzelle und die Gemeinde setzt da 4 Punkte, irgendwie nach Gutdünken gerade. Und im Verlaufe der Zeit versuchen wir, diese Lage zu verbessern. Ab dem Augenblick, wo der Geometer vor Ort die Parzellierung durchgeführt hat und die Projekte erfasst hat, sind wir im GWR in der Lage, diese Punkte zu verbessern. Und ganz zum Schluss sieht das dann so aus: Wir haben hier schon 3 fertiggestellte Gebäude, die sind schön grün, und hier noch ein Gebäude im Bau. Und so haben wir tatsächlich zu jedem Gebäude die richtige Lage und haben Geodaten in einem Register, das relativ nahe an den statistischen Systemen liegt. Und jetzt gebe ich gerne weiter an Grégoire Bögli. Merci Fabian. Alors, comme ça a été déjà expliqué tout à l'heure, donc on a un registre. Le registre décrit la vie comme elle se passe sur un axe temporel, où on répertorie tous les changements, les mutations qu'il y a sur des objets. Le répertoire, lui, c'est quelque chose qui est une image fixe à un instant T. Donc on prend une image de cette vie et puis c'est quelque part comme si on prend une photo de cette vie. Et puis une photo, on peut la représenter soit par un plan, de la mensuration officielle,
soit par un plan aussi ou une carte, par la mensuration nationale. Comment on arrive à faire cohabiter ces deux mondes? En fait, il faut quelque part que quelqu'un puisse manager tout ça, et puis pas seulement au niveau fédéral, mais aussi au niveau cantonal et communal. Donc là, il faut que des personnes s'intéressent à ces deux mondes et puissent les faire cohabiter pour générer, donc on l'a dit tout à l'heure, les répertoires officiels. Où là, on n'a pas seulement les spécificités détaillées, thématiques des objets, mais on a ici aussi la composante spatiale. C'est des projets qui prennent du temps, qui se planifient sur le long terme. Et puis là, on a mis deux projets qui sont quelque part les précurseurs de ces répertoires officiels. Le premier projet, c'est le projet de la gestion des adresses bâtiments de la mensuration officielle. Donc le projet GABMO, qui a duré une dizaine d'années. Le but était de pouvoir mettre en correspondance les adresses du registre des bâtiments et logements, donc les adresses des habitants, avec les adresses des objets, donc les adresses des constructions. Et puis on a identifié le meilleur acteur qui pouvait fournir ces adresses, qui avait les adresses les plus consolidées à l'époque, des années 2000, c'était la mensuration officielle. Suite à cela, il a fallu faire cohabiter ces deux mondes, et donc il a fallu lancer un deuxième projet qui a également duré une dizaine d'années, phase de finition. Donc là, il y a marqué 2024, mais je pense qu'à la fin de cette année, on sera au bout. C'est le projet des adresses. Donc là, on a vraiment fait cohabiter les deux mondes, statistique et spatial, dans un même univers. Comment ça s'est passé? En fait, le RECBL, le GVR, a été vraiment c'est l'entrée de tout, donc c'est le système de base. C'est lui qui génère les identifiants uniques, que ce soit pour les bâtiments ou les adresses. Et puis les acteurs, là on a marqué Suisse Topo, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi au niveau des cantons et des communes que ça s'est passé. Donc les acteurs viennent en entrée et en sortie, quelque part, interagir avec le RECBL pour après sortir des statistiques ou des cartes en sortie, avec différents process. Donc là, on a eu un chef d'orchestre, chez nous c'était la coordination pour la géoinformation qui a réglé ça au niveau informatique. On parle de 150 000 rues et de 3 millions de bâtiments et d'adresses de bâtiments donc, qui sont compilés chaque nuit et mises à disposition des clients. Alors, le répertoire officiel des rues se compose des rues qui sont dans les secteurs bâtis. Donc ici, on a une petite présentation sur la commune de Sourcé. Donc on voit, dans les zones bâties, on a les axes de rue avec les giratoires qui sont modélisés. Et lorsque l'on clique sur un objet, on obtient toutes les informations Open, donc Open Government Data du RECBL. Pour les zones à habitat dispersé, on n'a pas de polyligne, mais on se trouve avec des polygones, où là, on a également l'information, donc un bâtiment qui se trouve dans un polygone a le nom du polygone. C'est considéré comme une rue, même si ce n'est pas un axe de rue. Pour les adresses de bâtiments, le principe c'est exactement le même. Là, on a mis juste une carte à disposition, mais bien sûr qu'on peut superposer les cartes. C'est ça aussi l'utilité de l'analyse spatiale. Donc là, on va du côté d'Auvergnat. Et puis, on a les adresses de tous les bâtiments. Pas seulement ceux à usage d'habitation, mais vraiment tous les bâtiments. Et de nouveau, si on clique sur un objet, on a les informations du RECBL qui sont en libre service. Tout ça est accompagné de services de téléchargement disponibles aussi en libre service avec simplement une clause de non-responsabilité quant à la utilisation
leur transfert ou leur manipulation. Contrairement au REC-BL, même si ça s'appelle un répertoire officiel, il n'y a aucune responsabilité qui est prise par l'éditeur, en l'occurrence Swiss-Topo. Donc le projet est terminé et puis on peut vraiment commencer maintenant à s'occuper de ce qui manque encore parce qu'on avait, donc au niveau du critère de qualité, c'était si 80% des objets étaient bons, on pouvait, dans une commune, on pouvait considérer la commune comme bonne au niveau de l'extension du REC-BL. Maintenant, on est un peu perfectionniste et puis on aimerait aller un peu plus loin. Donc là, on a mis en compétition, on a collaboré, donc Swiss-Topo et l'OFS ont collaboré avec d'autres acteurs pour créer un espace d'innovation collective. Et notamment, il y a le Swiss Territorial Data Lab qui a développé des routines pour remplir des informations que les communes ont du mal à saisir, c'est-à-dire les périodes de construction. Dans le cadre de l'extension du REC-BL, on n'a pas seulement demandé une adresse, un éguide et puis une position, on a aussi voulu avoir les périodes de construction des bâtiments, de tous les bâtiments, pas seulement ceux à usage d'habitation. Et puis ici, si on voit, du côté du REC-BL, on a les catalogues de caractères de construction qui permet de différencier les périodes de construction, donc celles qui se trouvent avant 1919, puis ensuite on a des périodes plus ou moins longues, et puis la dernière étant celle après 2016. Donc ces catalogues ici sont à remplir pour les communes, pour chaque bâtiment. Et ça représente un travail assez monumental parce que les communes n'ont pas accès au permis de construire. Des fois, les archives n'existent plus. Donc, l'idée était de prendre, au sein de Swiss-Topo, on a la cartographie qui, depuis la Deuxième Guerre mondiale, édite des cartes nationales plus ou moins calibrées. Donc, on a une stabilité dans le temps de ce produit. Et puis, si on fait défiler ces cartes comme un carrousel pour chaque bâtiment, eh bien, on peut obtenir des prédictions. Ces prédictions sont faites par un algorithme qui contrôle non seulement, donc qui compile les données qui ne sont pas existantes, mais qui contrôle également les données qu'on a déjà. Alors dans la ligne du haut, on a des petits échantillons de la carte nationale qui n'ont pas été retravaillés. Et puis dans la ligne du bas, on a les mêmes échantillons avec la suppression des textes et puis des routes pour se concentrer sur seulement les bâtiments. Donc on a mis à disposition des communes, pour chaque bâtiment, ces petits labels où on a déjà des prédictions qui sont faites, où là, par exemple, on a une prédiction qui joue. Donc on a un bâtiment qui a été détecté sur la carte nationale à partir de 1985. Donc là, on sait à peu près que c'est juste par rapport, où on peut donner une prédiction par rapport à la commune qui n'a rien prévu. On a un cas aussi où tout à coup là on voit que ça oscille, c'est-à-dire qu'il faudra que la commune intervienne pour voir ça, donc c'est une aide à la décision, hein. Ce n'est pas du tout un algorithme qui va remplir le fichier Excel et puis que vous pouvez fermer, enregistrer et puis passer à autre chose. Chaque cas est possible, donc la commune a à disposition toutes ces petites labels pour regarder chaque cas. Et puis là on a par exemple un cas où un bâtiment tombe sous du texte. Donc, la partie qui a été travaillée, on le voit qu'il n'y a pas de bâtiment. Et puis, là où il y a pas de travail, il y a du texte qui a été détecté, donc il oscille. Donc là, ça nécessite un travail de la commune, mais on pense avoir détecté la bonne période. Et puis, dans ceux qui existaient déjà, on a pu voir aussi qu'il y a des choses qui ne jouaient pas. Donc là, on a dit, là, il y a quelque chose qu'il faudra analyser. Donc, à chaque fois, la commune doit aller regarder. Mais ça permet donc à la commune, par exemple, de Burglen, il y a 2 semaines, elle a été flaguée. Ils sont venus il y a 2 mois vers nous pour nous dire on n'y arrive pas, puis on les a aidés là-dessus, et puis en 2 semaines, c'était fait. Donc ça peut vraiment aider les communes. Voilà, donc pour conclusion, simplement, donc, on met à disposition des communes des
portail Internet pour qu'elles puissent saisir les données. Et puis nous, on aimerait vraiment les accompagner jusqu'au bout pour qu'on puisse arriver au résultat final, donc avoir la localisation des objets. Voilà, alors merci Fabienne, merci Grégoire. Et puis pour le sujet suivant, eh bien, je passe directement la parole à Thomas Noirjean. Alors, merci à toutes et à tous de votre présence en ligne pour ce colloque. On va voir maintenant un exemple d'utilisation de géodonnées pour la publication d'une statistique à l'OFS. On va voir ce que les géodonnées ont apporté à notre statistique et voir les défis que ça représente. Alors, il s'agit de la statistique des longueurs des routes. C'est une statistique qu'on publie chaque année dans la section mobilité de l'OFS et qui offre une vue d'ensemble des longueurs du réseau routier. Dans la statistique, on ne va prendre en compte uniquement les routes carrossables qui ont une chaussée d'au moins 2,80 m de large et qui sont ouvertes aux véhicules à moteur. Cette statistique elle est utilisée comme une des clés de répartition de l'impôt sur les huiles minérales entre les cantons ainsi que de la redevance sur le trafic des poids lourds liés aux prestations, donc la RPLP. La répartition entre les cantons est également faite sur la base de cette statistique. Donc, pour rappel, l'impôt sur les huiles minérales, c'est en quelque sorte une taxe sur le carburant qui est incluse directement dans le prix à la pompe et qui va générer passablement de revenus à la Confédération. Et une partie de ce revenu est destinée à l'infrastructure routière. Et c'est justement ce financement de l'infrastructure routière qui sera réparti entre les cantons grâce aux longueurs des routes. Et c'est le même principe pour la RPLP. Dans cette statistique, on va distinguer 3 types de routes. On a donc les routes nationales qui nous sont livrées directement par l'Office fédéral des routes. On a les routes cantonales pour lesquelles c'est les cantons qui nous livrent chaque année les données. Et on a finalement les autres routes ouvertes aux véhicules à moteur. Ce sont les routes qui vont nous intéresser aujourd'hui, car c'est celles qui sont obtenues grâce à un modèle de géodonnées qui est le modèle topographique du paysage de Suisse Topo. On voit dans le graphique ci-dessous que c'est le type de route qui a de loin le plus long réseau de routes. Ces routes-là étaient auparavant, jusqu'en 1984, obtenues via une enquête qui était réalisée auprès de toutes les communes de Suisse. Ces données n'ont plus été relevées et donc pas actualisées de 1984 jusqu'en 2020. Et c'est à partir de 2020 qu'on a pu mettre en place cette utilisation du modèle TLM de Suisse Topo pour pouvoir actualiser une partie de notre statistique grâce à ces géodonnées. Et je vais maintenant passer la parole à Emmanuel Schmassmann de Suisse Topo qui va présenter un peu plus en détail ce modèle. Ja, es geht um Straßen. Straßen im TLM sind nicht das einzige Objekt, was wir führen. Sie sehen, wir führen ein komplettes dreidimensionales Abbild der Schweiz. Und in Ergänzung zu dem, was Romain in der Einleitung gesagt hat, gibt es nicht nur Punkte, Linien und Flächen, sondern es gibt eben im dreidimensionalen Raum auch Körper, weil Sie sehen das hier im Bild, zum Beispiel die Gebäude auch als Körper gebildet werden. Wir sprechen nicht mehr über Gebäude, sondern wir sprechen jetzt über Straßen. Im TLM wird die Realwelt in diese 9 Container, die da stehen, eingeteilt. Wir erfassen ab Bilddaten, Luftbilddaten einerseits, ab LIDAR-Daten, aber auch aus terrestrischen Daten, die wir von verschiedenen Stellen, sei das öffentliche Stellen oder auch private Stellen erhalten, erfassen wir jährlich
oder führen wir laufend das topografische Landschaftsmodell nach. Die ganze Schweiz in 3 Dimensionen abgebildet, das sind, damit wir eine Größenordnung haben, wir sprechen ja immer wieder über Zahlen heute, sind rund 40 Millionen Objekte und wir haben auf der Datenbank rund 28.000 Änderungen, die wir pro Tag, also 365 Tage pro Jahr vollziehen. Unsere wesentlichen Grundlagedaten sind die Luftbilddaten von Swisstopo, die werden in einem 3-Jahreszyklus, Sie sehen das hier eingeteilt, über die Schweiz erfasst. Und mit Hilfe dieser Daten aktualisieren wir eben all die Themen, die Sie vorher gesehen haben. Schauen wir kurz auf die Straßen. Die Straßen haben einerseits eine Geometrie, also eine Achse, in allen 3 Dimensionen, also jeder Punkt wird da, oder Zwischenpunkt wird gespeichert. Und neben diesen Achsengeometrien haben sie auch gewisse Eigenschaften. Sie werden klassifiziert in Breiten beispielsweise, in verschiedenen Breitenklassen. Es wird unterschieden, ob eine Straße einen Naturbelag oder eben einen Hartbelag hat. Das hat für die Aufgabenstellung, die Thomas Marchand vorhin erläutert hat, einen Einfluss, weil nicht jede Straße ist eben dann mit den Fahrzeugen befahrbar. Wenn wir das kombinieren, die Breite und zum Beispiel die Belagsart oder die nächste Eigenschaft, die Befahrbarkeit, dann sehen Sie, können wir aus all diesen Daten, die da gespeichert sind, doch schon eine gute Selektion machen, die dem BFS dienen, um die Straßenlängenstatistik zu berechnen. Es gibt zusätzlich auch noch weitere Informationen, zum Beispiel, ob ein Straßenstück richtungsgetrennt ist, weil 1 Kilometer Autobahn in TLM ist auf beiden Fahrbahnhälften abgebildet. Das heißt, 1 Kilometer in der Realität, in TLM dann sicher 2 Kilometer. Und wir wissen auch, wir speichern auch, ob ein Stück Straße in einem Tunnel, auf einer Brücke und so weiter ist, also um welchen Kunstbautyp es sich dabei handelt. Auch hier wieder, damit wir sehen, um wie viel es geht. Es sind rund etwas mehr als 2 Millionen Objekte und wir können wenn wir alle diese Straßenstücke aneinander hängen, können wir rund 6,5 Mal um den Äquator diese Straßenstücke reihen. Und mit Hilfe der Attribute, die wir hier sehen, können wir eben für das BFS, oder man kann das BFS in Zusammenarbeit mit uns die entsprechenden Daten so selektieren, dass genau die übrig bleiben, die dann eben relevant sind. Wie machen wir das? Wir führen nach und wir nehmen dann Ende Jahr den Zustand, den wir in der Datenbank haben, hier als Beispiel 2024 auf der linken Seite und ein Jahr später 2025. Und wir berechnen zwischen diesen 2 Zuständen, wo alle Aktualisierungen, die da gemacht wurden, berechnen wir ein Inkrement oder ein Delta oder wie auch immer wie man das nennen will. Das Inkrement beinhaltet in diesem Fall jetzt oben alle neuen Straßenstücke, die gebaut wurden. Unten, die roten Punkte zeigen uns, wo sind die Straßenstücke, die in der Realwelt auch gelöscht wurden. Und es gibt dann noch weitere Kategorien, wo wurden Geometrien geändert, wo wurden Verläufe geändert, wo wurden aber auch Eigenschaften, wie zum Beispiel die Straßenbreite geändert. Die zeigen wir hier jetzt nicht. Das sind dann die Inputdaten, damit das BFS genau weiß, diese und diese Straßenstücke wurden im Verlauf dieses Jahres auch entsprechend verarbeitet und in der Realwelt geändert. Merci Emmanuel. On va maintenant revenir à notre statistique des longueurs des routes. Donc, nous, ce qu'on va faire quand on reprend les données brutes du modèle TLM, c'est qu'on va filtrer, grâce aux informations, grâce aux classifications qu'il y a dans le modèle, pour ne garder que les routes qui correspondent à la définition dans notre statistique. Donc, on va enlever notamment les routes qui se trouvent à l'étranger. On va enlever les routes qui sont moins larges que 2,80 m. On enlève également les routes nationales et finalement les routes pour lesquelles il y a une interdiction de circulation. Et
avec ça, on le voit ici, on va obtenir les routes cantonales et communales. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soustraire à ce montant-là les longueurs des routes cantonales qu'on peut obtenir séparément pour obtenir chaque année, de manière actualisée, les longueurs des routes communales et privées pour notre statistique. Mais une fois qu'on a fait ça, il reste un défi, c'est pour la publication d'une série temporelle, parce que le modèle TLM il va être amélioré chaque année. On va avoir une meilleure qualité des images aériennes, des améliorations dans les logiciels de SwissTopo, qui vont faire que des routes supplémentaires vont être détectées d'une année à l'autre dans le modèle. Et ce sont des routes qui ne correspondent pas forcément à des routes qui ont été réellement construites entre ces 2 années. C'est des routes qui étaient déjà existantes mais simplement pas détectées dans le modèle. Donc ce qu'on constate, c'est que l'évolution des routes dans le modèle TLM, elle n'est pas exactement égale à l'évolution réelle du réseau routier. C'est pour ça qu'actuellement, on ne publie pas de série temporelle pour éviter des mauvaises interprétations. Mais on ne publie que la dernière année, l'année la plus récente, et on supprime les années précédentes. Mais cette solution actuelle n'est pas 100% satisfaisante. On a la volonté de trouver un moyen de publier une série temporelle. Et pour ce faire, on a identifié 2 possibilités, 2 variantes différentes. La première étant de quand même publier chaque année le nombre de kilomètres qui est issu du modèle TLM. Donc malgré ces risques de mauvaises interprétations que j'ai mentionné tout à l'heure, on pense que c'est maintenant envisageable, d'une part parce que la problématique des routes qui sont nouvellement détectées mais qui ne sont pas réellement construites, elle diminue d'année en année. Et également, on pense que c'est tout à fait envisageable de faire cela avec des notes de bas de page claires qui expliquent que l'évolution observée dans nos tableaux, dans nos graphiques, elle correspond à l'évolution du modèle TLM qui n'est pas exactement celle à l'évolution réelle du réseau. La deuxième variante, l'idée c'est de trouver un moyen pour n'identifier que les changements réels entre 2 années. Et pour faire cela, on va pouvoir essayer d'utiliser cet incrément qu'a mentionné Emmanuel tout à l'heure, donc qui comprend toutes les routes qui ont été ajoutées, qui ont été supprimées ou qui ont subi des modifications entre deux années du TLM. Et SwissTopo a également rajouté un attribut, donc une information qui sera attribuée à chacun de ces changements, qui va dire est-ce qu'il s'agit d'un changement réel ou est-ce qu'il s'agit d'un changement qui est lié à une amélioration technologique. Et donc avec ça, théoriquement, on pourra identifier d'une année à l'autre uniquement les changements réels. Mais pour pouvoir faire ça, il faut qu'on fasse des tests pour voir si la qualité de cet attribut est assez bonne est-ce que les changements qui sont identifiés comme réels le sont réellement ou pas. Et pour faire ça, on a créé une carte interactive sur laquelle on a superposé deux cartes de 2 années différentes et sur laquelle on va retrouver toutes les données d'incrément, donc toutes les routes qui ont été modifiées entre les 2 années. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir bouger latéralement cette barre, ce time swiper, pour comparer est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a été construit entre les 2 années. Sur la capture d'écran qu'on a ici, donc on voit un trétillet bleu, ça c'est la route qui a été rajoutée dans la nouvelle édition du modèle TLM. Et on voit à droite que sur l'ancienne image, il n'y avait rien. On le voit bien ici. Et sur l'image de gauche, on voit qu'il y a maintenant une route qui a été construite. Donc ça, c'est un cas clair et précis d'une route construite et bien identifiée. Ici, on a
Un autre exemple, c'est une route qui a été également rajoutée dans la nouvelle édition du modèle TLM et qui n'était pas détectée auparavant. Probablement qu'elle n'était pas détectée à cause de l'ombre des arbres qu'on voit sur la partie droite de l'image, qui était moins présent avec la nouvelle prise de vue, et du coup on s'est rendu compte qu'il fallait prendre ces routes dans notre modèle. Donc voilà, c'est où on en est actuellement. On est en train on est dans cette phase de test pour avoir une idée précise de la qualité de cet attribut et pour pouvoir savoir précisément ce qu'on va pouvoir en faire. L'objectif, donc si on constate que la qualité est satisfaisante, avec cette variante serait d'avoir une série temporelle triennale, donc tous les 3 ans, et on pourrait publier dès cette année. La statistique sera publiée au mois de novembre, une première série temporelle avec T0 en 2023 et T1 en 2026. On ferait ce rythme de 3 ans pour respecter le cycle d'actualisation de l'entièreté du territoire suisse et ainsi éviter qu'il y ait des évolutions qui ne soient pas homogènes entre les cantons si on publiait chaque année. Avec cette variante, on part donc tout le temps de l'année de publication, qui est l'année qui correspond le plus à la réalité avec le modèle TLM, et on va soustraire à cette année-là les changements réels qui sont identifiés pour obtenir les années précédentes. Ça signifie que chaque année, chaque fois qu'on va republier ces données-là, on devra modifier rétroactivement les années qui avaient déjà été publiées. Donc le grand avantage avec cette variante, c'est qu'on pourra avoir une évolution qui est aussi réelle que possible des longueurs des routes, et c'était quand même notre but à la base. Ça correspondrait également à l'évolution qu'on constate dans les autres types de routes, les routes cantonales et nationales. Et les désavantages et les difficultés avec cette méthode, c'est qu'elle est relativement complexe. Il est difficile d'être sûr, d'être persuadé que les changements qu'on va identifier comme réels correspondront vraiment et de manière certaine à l'évolution réelle du réseau. Il y a également cette histoire de modification rétroactive qui n'est pas optimale statistiquement parlant et qui pourrait poser problème à long terme lorsqu'on aura une longue série temporelle. Et voilà, pour terminer, ce qu'on voulait mettre en avant dans cette présentation, c'est que premièrement, les jeux de données nous ont permis d'actualiser notre statistique, d'avoir une statistique donc de meilleure qualité, plus complète, après plus de 30 ans, 35 ans. Et aussi mettre en avant que si on a pu faire ça, c'est grâce à la collaboration qu'il y a eu entre l'OFS et SwissTopo. Chacun a pu prendre connaissance du travail de l'autre, s'adapter. SwissTopo a notamment fait des adaptations dans son modèle pour répondre à nos besoins. Et c'est grâce à ça qu'on a aujourd'hui une méthode qui fonctionne et une statistique qui est pérennisée. Voilà. Merci Emmanuel, merci Thomas. Je vous rappelle aussi que vous pouvez encore continuer de poser des questions via le chat et on y répondra après le dernier bloc. Et je passe la parole à Raphaël. À toutes et à tous, je vais introduire cette troisième présentation. Alors, on passe des données et des géodonnées à l'aspect métadonnées, géométadonnées. Ça concerne du coup la description, la documentation des données ou des données géographiques. Parfois, ça apparaît un petit peu comme un aspect un petit peu moins rigolo, plus contraignant, c'est assez fastidieux à saisir des métadonnées ou des géométadonnées, mais les métadonnées deviennent de plus en plus importantes, notamment avec tout ce qui apparaît dans le domaine de l'intelligence artificielle.
chercher des informations aussi sur les métadonnées. Après, alors voilà un petit peu l'agenda sur cette présentation. On me dit qu'on m'entend pas. Est-ce qu'on m'entend? Alors, on va commencer par les métadonnées. Donc, c'est Fabrice qui a présenté ça, de l'Office fédéral de la statistique, avec les bases juridiques, les standards, les plateformes actuelles et futures. Après, on continue dans la même ligne avec les géométadonnées. Donc, également les bases juridiques, les standards et les plateformes actuelles et futures. Et après, un peu tout ce qu'on a comme échange en commun, et puis l'interopérabilité qui a inclus le domaine de la statistique et le domaine de la géographie, et notre collaboration actuelle et future. On passe à la parole à Fabrice. Donc merci, moi je suis Fabrice Gouzy, je travaille à l'OFS et puis j'ai le plaisir de m'occuper de la plateforme d'interopérabilité et d'être ici aujourd'hui parmi vous pour vous expliquer un petit peu comment est-ce que les métadonnées elles sont gérées et puis comment est-ce que la collaboration avec Suisse Topo dans le domaine des métadonnées se fait. Donc comme premier point d'entrée, je pense que beaucoup de gens connaissent, on a des bases juridiques qui sont la LMETA, donc la MBAG en allemand, maintenant tout le monde connaît gentiment cette loi. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a deux articles qui nous concernent particulièrement. Il y a l'article 10 qui parle des données ouvertes. Ça, c'est vraiment le scope principal de Open Data Suisse. Et puis là, ça explique que finalement, toutes les données de l'administration doivent, dans la mesure du possible, être mises à disposition du public. Bien sûr, il y a des exceptions, notamment si on a des données qui sont en lien avec des personnes ou alors avec des entreprises, par exemple des chiffres d'affaires, des choses comme ça. Donc, il y a toujours des exceptions à cette règle. Mais le principe de base, c'est vraiment open by default. Et puis, il y a aussi l'article 14 qui mentionne la plateforme d'interopérabilité, qui dit que c'est une plateforme publique, où là, on va référencer finalement les jeux de données, ainsi que la structure de ces jeux de données, que ce soit des jeux de données fermés, par exemple justement pour des entreprises ou pour des personnes, où on n'a pas un accès direct, il faut y être autorisé pour accéder aux données, ou alors des jeux de données qui sont OGD, qui sont publics. On a aussi un répertoire des interfaces électroniques, ces fameuses API qui permettent d'accéder aux données de manière digitale. Et le dernier point, c'est les prestations des autorités sous forme électronique. C'est par exemple quand on a besoin d'avoir un permis de pêche, ou alors que moi, en tant que citoyen, je m'inscris pour participer à une formation. Ça, c'est aussi des services digitaux qu'on peut avoir et qui sont répertoriés sur la plateforme d'interopérabilité, conformément à cette loi, la LMETA article 14. Pour préciser cette base juridique, donc cette loi fédérale, il y a aussi une ordonnance qui vient vraiment concrétiser ces éléments. C'est la ONUM ou bien la DIGIV en allemand. Et puis l'article 19 précise vraiment de manière beaucoup plus détaillée quel est le contenu des informations, des métadonnées qui doivent être saisies. Donc là, typiquement, il y a des descriptions générales, qui est-ce qui est responsable en fait de ces métadonnées, qui est le propriétaire, comment est-ce qu'on va accéder aux données. Mais surtout, on va beaucoup plus loin au niveau verticalité, puisqu'on va vraiment décrire l'ensemble du jeu de données en détail. Et puis, on va aussi mettre à disposition les nomenclatures. Donc, par exemple, une code liste de pays ou de cantons qui sont aussi utilisés dans le domaine géographique. C'est des nomenclatures qui sont à disposition sur la plateforme d'interopérabilité et qui correspondent à cette ordonnance. Pour pouvoir travailler de manière la plus efficace possible et puis surtout structurée et pour pouvoir garantir une interopérabilité avec les différents acteurs qu'il y a, bien sûr, on utilise des standards. Le standard qui nous gouverne dans ce domaine-là, c'est le standard ECH 200 qui finalement correspond au D4 AP version suisse. Donc le D4, c'est un standard européen qui décrit comment est-ce que les catalogues de métadonnées doivent être structurés, quel est le type de vocabulaire qui doit être utilisé. La version AP, c'est pour avoir une application profile. Et puis AP Suisse, c'est la spécialité qu'on a en Suisse, qu'on a adaptée pour pouvoir travailler correctement chez nous. Aujourd'hui, à l'OFS, ça se présente de cette manière-là.
On a deux portails. On a le premier portail qui est historique, qui est vraiment orienté OGD, c'est le portail Open Data Suisse, où là on va pouvoir trouver des jeux de données ouvertes, des API ouvertes, il y a aussi des showcases, ce genre de choses. Et puis on a la plateforme d'interopérabilité, puis sur la plateforme d'interopérabilité, on va aussi trouver des jeux de données ouverts, on va aussi trouver des API ouverts, on va aussi trouver, en plus de ça, des jeux de données qui sont clos, donc il faut avoir des accès spécifiques pour pouvoir accéder à ces données-là. De la même manière pour des interfaces électroniques, il faut avoir un token, il faut pouvoir se connecter, par exemple pour pouvoir faire des opérations de modification. Et puis surtout, on va encore ajouter la structure de ces jeux de données, donc de manière très détaillée, quelles sont les classes, quels sont les attributs, et puis comment est-ce que ces attributs sont connectés par exemple à des nomenclatures, de manière à ce qu'on puisse relier l'ensemble de ces informations. Et puis on a les services publics. Et puis comme vous pouvez très bien le voir, il y a quand même une partie de redondance, puisqu'on a sur les deux plateformes des jeux de données ouverts et des interfaces ouvertes. Et puis c'est la raison pour laquelle à l'OFS, on travaille maintenant, prochainement, déjà, à la mise en place du projet Metadata Suisse, qui va finalement regrouper les deux mondes et puis offrir une plateforme qui est valable pour l'ensemble. Et puis là, on aura toujours cette vue très particulière ou très spécifique orientée Open Data, c'est ce qui est représenté en vert. C'est plutôt une vue catalogage assez standard, je dirais. Et puis la partie violette, elle va plutôt regrouper les fonctionnalités d'interopérabilité, où là, on va pouvoir aller vraiment dans le vif, un peu plus en profondeur, pour voir la structure des données, quels sont les nomenclateurs qui sont réutilisés, etc., etc. Voilà, je crois que je vais passer la main de nouveau à Raphaël. Voilà, je vais continuer sur l'aspect des géométadonnées, donc tout ce qui a trait à la description et la documentation des données géographiques. Donc aussi les bases juridiques, on a l'ordonnance sur la numérisation. L'article 19 qui concerne les métadonnées spécifie que pour tout ce qui est données géographiques, c'est la législation sur la géoinformation qui s'applique. Et par contre, il y a l'OFS qui peut assurer leur publication sur la plateforme d'interopérabilité en accord avec l'Office fédéral de la topographie Suisse Topo. Donc du coup, tout ce qui est géométadonnées, ça se base notamment sur la loi fédérale sur la géoinformation, la LGO, et sur son ordonnance sur la géoinformation, l'OGO, et également sur l'ordonnance de l'Office fédéral de la topographie sur la géoinformation. C'est l'OGO Suisse Topo. Et dans cette législation, Suisse Topo est tenu en fait d'avoir une norme pour les géométadonnées. Et le standard actuel, c'est GM03, et on vient de publier le nouveau standard qui est ECH 0271, qui va remplacer GM03, mais ce remplacement sera officiel quand la nouvelle ordonnance Suisse Topo sera publiée. Ce standard se base sur la norme internationale ISO 19115 qui est utilisée dans le monde, dans le domaine de la géo, mais également en Europe. Et puis, pour le profil suisse, donc ce profil pour les géométadonnées ICH 0271, on a ajouté certaines spécificités suisses, comme tout ce qui concerne les géodonnées de base, mais on reste relativement proche du standard international. Après, pourquoi on a un standard un peu spécifique au domaine de la géo? Il y a peut-être aussi d'autres standards spécifiques dans d'autres domaines comme la médecine, etc. Mais ici, on parle du domaine géo. C'est parce qu'on a des besoins métiers qui sont quand même spécifiques. On a un niveau de détail qui est plus élevé et on en a besoin pour notamment des questions de performance, de flexibilité, d'intégration dans des plateformes spécifiques géo. Mais on reste toujours interopérable autant dans le domaine de la géo que dans le domaine plus général qui est couvert par DICAT et DICAT AP pour les portails de données, de métadonnées.
Après, alors, nous avons comme plateforme actuellement, en ce qui concerne les géométadonnées, on a GeoCat. C'est un portail qui regroupe des données tant ouvertes que pas ouvertes. Donc, on n'a pas que de l'open data. On a beaucoup de géodonnées de base, évidemment. Et puis, on a aussi pas mal de liens sur la géodonnée. On a aussi la documentation des modèles de données, des géodonnées de base. Et tout l'ensemble de ces métadonnées qui sont dans GeoCat sont soit saisies par les partenaires directement dans l'application GeoCat, ou alors on vient les moissonner des portails, que ce soit des portails cantonaux, communaux, et en les moissonnant, on les importe directement dans GeoCat. Cette description des géométadonnées dans GeoCat va jusqu'au niveau de l'attribut qu'on essaye d'automatiser et de reprendre directement sur la base des données géographiques. Après, toutes ces métadonnées sont réutilisées ou en tout cas sont liées à plein d'autres plateformes dans le domaine de la géo en Suisse, notamment geoadmin.ch, le portail de la Confédération. Après, GeoStandard aussi, on a des liens dans geobasisdaten.ch, c'est le catalogue des données de base, et dans geodienste.ch. Alors les plateformes futures, en fait actuellement on a ces différentes plateformes dans le domaine de la géo, et l'objectif qu'on est en train de faire actuellement et qui sera prochainement en tout cas communiqué, c'est qu'on essaie de les regrouper pour avoir une seule et unique plateforme qui s'appelle SwissGeo, et l'objectif c'est d'avoir tout du domaine de la géo dans un seul endroit. Après, je peux passer directement à la partie échange et interopérabilité. Donc, on échange beaucoup avec l'Office fédéral de la statistique parce que l'objectif, c'est de voir comment on fonctionne en fait et comment on peut fonctionner ensemble en ce qui concerne les métadonnées et les géométadonnées. Alors, on a certaines distinctions. Par exemple, tout ce qui concerne les métadonnées, on peut le voir sur cette illustration. On a le titre, le contenu, les mots-clés, les droits d'utilisation, etc. Et ça concerne en fait presque tous les domaines qui ont des données. Et par exemple, dans le domaine de la géographie, on a d'autres informations qui sont un peu plus spécifiques et sont un petit peu utiles qu'à nous, on va dire. Par exemple, les étendues géographiques, l'échelle, le système de coordonnées, les catégories thématiques sont différentes, etc. Et c'est pour ça qu'on a des standards et des fonctionnements des fois un petit peu différents. Après, on essaye d'échanger, d'être interopérable entre les différents portails. C'est quand même l'objectif final. Et du coup, on a un lien, on a un mapping entre les deux standards, donc le standard ICH 0200 et le standard ICH 0271, afin en fait de pouvoir échanger entre la norme d'ICAT APCH et la norme du profil suisse pour les géométadonnées. Donc, comme je le disais avant, les données des offices fédéraux, cantonaux, communaux sont soit saisies directement ou alors sont harvestées dans GeoCat. Actuellement, il y a plus de 17 000 géométadonnées dans GeoCat et il y a à peu près 5 000 jeux de données, de métadonnées qui sont exportées vers Open Data Suisse parce que là, c'est des données qui sont considérées comme ouvertes. Après, je laisse la parole à Fabrice pour ce slide. Du coup, on voit ici, c'est intéressant parce que finalement, Open Data Suisse, puis aussi dans l'avenir, Metadata Suisse se positionne un petit peu comme un catalogue agrégateur au niveau national et puis qui fait le pont pour pouvoir après publier les données sur dataeurope.eu. On voit justement dans les D4, c'est assez technique, mais les DC title et puis DCT description, c'est des éléments qu'on arrive à retrouver un petit peu partout et puis c'est comme ça qu'on organise finalement un mapping entre les différents standards des différents catalogues, donc depuis GeoCat sur Open Data Suisse, mais aussi I14Y et bien entendu Metadata Suisse demain, pour pouvoir après communiquer toutes ces informations sur dataeurope.eu. Voilà, ça, je crois que c'était juste le petit clic qui me manquait encore. Du coup, ici, on arrive à voir ce qu'on arrive à pouvoir publier dans les prochains temps. Donc, ce qu'on peut voir, il y a plusieurs éléments dans ces fonctionnalités de catalogage. Jusqu'à maintenant, Raphaël l'a aussi dit, il y a environ 5000 jeux de données qui sont ouverts, mais
Ça pourrait être une bonne question de se poser si on voudrait aussi publier les autres données qui sont des données, enfin les jeux de données qui sont des données qui sont fermées. Et bien entendu, hein, sur ces plateformes, donc metadata.swiss ou bien opendata.swiss, on n'a pas les données, on a uniquement les métadonnées, mais on pourrait tout à fait, conformément aussi à la MBAG, publier les métadonnées sur les jeux de données, de géodonnées qui sont fermés. Ça, c'est un des aspects. Et puis le deuxième aspect, c'est qu'on a des fonctions d'interopérabilité aussi qui arrivent avec Metadata Suisse. Pour rappel, c'est justement ces nomenclatures et puis les structures aussi des différents jeux de données. Et puis là, on constate qu'il y a quand même un grand nombre de nomenclatures qui sont utilisées à la fois dans le monde géodonnées, mais qui sont aussi réutilisées après pour des données administratives ou pour des classements dans d'autres domaines, typiquement des topologies de communes ou des régions, des choses comme ça. C'est des nomenclatures qui sont géographiques, hein, mais qui sont d'intérêt pour l'ensemble d'autres domaines en fait. Voilà, c'est un petit peu les axes sur lesquels on pourrait intensifier la collaboration dans nos deux domaines. Je vais continuer avec la collaboration. Donc, peut-être un petit mot justement sur les nomenclatures, etc. On discute beaucoup entre nous. Également, comment reprendre la modélisation des données, la structure, etc. Dans le domaine de la géographie, on a aussi les modèles interlices. On essaie de voir comment on peut reprendre ça et puis après peut-être les exporter dans I14Y et voir si par exemple il y a une nomenclature qui est réutilisée par le domaine géo, mais qui est complétée également ou bien adaptée au domaine, comment on fait, est-ce qu'on publie différentes nomenclatures ou bien une seule, etc. et comment on peut lier tout ça. Et on travaille beaucoup en commun. On a même créé ce groupe de travail Connect l'année passée, en 2025, et on travaille vraiment en commun entre Swiss Topo, l'EFS. Il y a plusieurs collaborateurs qui travaillent sur plusieurs sujets. Et l'objectif, c'est vraiment de trouver des solutions concrètes et communes pour la saisie des métadonnées et des géométadonnées. Donc, comment répondre en fait aux demandes et comment conseiller les data stewards. Et pour ça, cette année, on aimerait éditer une recommandation qui soit en fait compatible autant avec le domaine de la statistique qu'avec le domaine géo, et où on peut un peu orienter en ce qui concerne tout ce qui est saisie de métadonnées et de géométadonnées. Et l'objectif, c'est de poursuivre en fait aussi l'objectif d'interopérabilité, toujours en ayant nos modèles qui soient interopérables, qui soient toujours à jour pour qu'on puisse exporter les métadonnées entre les différentes plateformes. Il y a aussi un autre groupe de travail que je n'ai pas mentionné ici, qui est le groupe de travail Metadata and Software, où on essaye de voir aussi au niveau de la confédération quels sont les softwares qui sont utilisés pour la saisie des métadonnées, des géométadonnées, enfin dans tous les domaines, et voir à l'avenir qu'est-ce qu'on devrait faire également pour aider les partenaires qui doivent saisir les métadonnées au niveau de la confédération. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, je laisse Romain pour la partie questions. Peut-être tout le monde à venir ici. Voilà. Il y a deux commentaires. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, encore le chat est ouvert. Donc, un commentaire suivant. Le principe once only, pourquoi ne pas aller chercher les informations sur les modifications des infrastructures routières directement là où elles se trouvent déjà, plutôt que de tenter de les retrouver et ressaisir avec peine. En effet, toutes les modifications qui touchent l'infrastructure routière en Suisse fait l'objet de projets de construction avec consultation et demande d'autorisation auprès des autorités communales, cantonales et, dans de nombreux cas, fédérales. La réalisation de ces projets dure souvent plusieurs années. Les projets sont documentés avec des plans très précis. L'état final des constructions est également mensuré. Est-ce que quelqu'un souhaite répondre à ce commentaire? Je ne sais pas, Emmanuel peut-être? Hast du etwas? Also das ist genau der Punkt, den wir mit den Meldewesen eigentlich treffen, dass die Angaben, die hier im Kommentar genannt werden, eingeliefert werden, dass die entsprechend aufbereitet werden und so auch die Geodaten
von amtlicher und Landesvermessung entsprechend aktuell bereitgestellt werden können. Merci. Dann gibt es ein zweites, also für die Objekte in Zuständigkeit des Bundes und insbesondere für welche Plangenehmigungsverfahren durchgeführt werden, gibt es ab 1. Juli 2026 neu eine Meldepflicht an Swisstopo, siehe Fremdänderungen zur AS 20. Okay, Raumplanungsverordnung FEDLEX. Momentan arbeitet die Arbeitsgruppe eine Weisung zur Regelung der Details. Ich denke, das ist auch wieder eine Frage für... Es ist genau dasselbe. Also das ist eine Umsetzung von dem, was ich vorhin gesagt habe. Eine Konkretisierung auf Stufe der Bundesinfrastrukturen. Und jetzt eine Frage, warum gibt es ein Statistikgeheimnis in der heutigen Zeit, wo doch Transparenz hochgewichtet wird? Je peux peut-être répondre directement. Also Statistikgeheimnis heißt, die Statistik braucht Daten. Und diese Daten sind zum Teil sehr spezifisch und sind auch zu Personen direkt verbunden. Also es gibt das Bankgeheimnis, es gibt das Steuergeheimnis. Das Statistikgeheimnis hat zum Ziel, dass die Daten, die gesammelt werden für die Statistik, nicht 1:1 weitergegeben werden. Es wäre nicht sinnvoll, die Daten zu einer bestimmten Person direkt weiterzugeben. Das ist das Ziel des Statistikgeheimnisses. Aber dann werden klar die Statistikauswertungen durchgeführt und die Ergebnisse der Statistik sind dann öffentlich zugänglich. Das ist das Prinzip der Transparenz. Eine Frage mehr, aber jemand hebt die Hand. Ich weiß nicht, ob die Person das Mikro anhat. Die Frage, also die Frage bitte im Chat schreiben, weil wir haben hier kein Mikrofon, also wir können das nicht hören. Ich weiß nicht, ich sehe nichts, aber vielleicht kommt noch etwas. Also noch ein paar Sekunden und vielleicht sonst können wir zum Schluss und für das Schlusswort gebe ich noch das Wort Raphaël. Merci. Alors pour conclure ce colloque, vous avez vu qu'il y a pas mal de projets qui sont en cours, qui continuent. Et puis on voit que autant les données que les métadonnées et les géodonnées, les géométadonnées sont riches, nous amènent beaucoup de choses. Et on voit que quand on collabore, on peut associer ces deux mondes qui produisent encore plus d'informations, qui peut profiter à toutes et à tous. Et puis c'est une richesse vraiment d'informations qui est importante et que je pense qu'il faut qu'on continue. Donc l'intérêt de travailler ensemble, autant dans le domaine de la statistique que de la géo et même avec les autres domaines, c'est vraiment une richesse et qu'on doit le faire tant sur l'aspect technique qu'organisationnel. Et que, en fait, simplement, ensemble, on est plus fort et puis qu'on peut aider tous les gens qui utilisent au quotidien ou régulièrement ces données. Après, s'il n'y a pas d'autres remarques, je passe directement au prochain colloque Swisstopo qui aura lieu le 24 avril 2026, de nouveau à 10h jusqu'à 11h30 et qui concerne le nouveau système altimétrique suisse. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, remarques.
on va conclure ce colloque. Merci à tous pour votre attention.